Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Bertrand, je suis interne militaire de médecine générale en 6e semestre. Je suis actuellement en réanimation chirurgicale à l'hôpital de Clément-Bicêtre. Mon stage junior est encadré par le docteur Marie Berner. Je vais commencer par un cas clinique. Il s'agit de Madame B, une patiente de 51 ans qui n'a pas d'antécédents particuliers. Elle est victime le 21 juin d'un AVP vélo contre VL. La patiente était à vélo et casquée. À l'arrivée du SAMU, la patiente est Glasgow 7. Elle a des pupilles symétriques réactives. Elle désature en air à 88% en air ambiant. Elle est stable hémodynamiquement par ailleurs. Elle présente un saignement nasal et buccal. La patiente est intubée puis transférée en SSPI au Kremlin-Bicêtre. Donc, au body scanner, on retrouvait un hématome extradural temporal droit avec un effet de masse, un hématome sous-dural parafactoriel postérieur et de l'attente du cervelet. Elle avait également une hémorragie sous-arachnoïdienne de la base, des citernes de la base. On peut voir également une pneumoencéphalie en regard du conduit auditif interne et de la mastoïde droite, une atteinte ossiculaire mais qui était difficilement évaluable sur ce body scanner. On avait une fracture du rocher bilatéral et une fracture du toit et du plancher de l'orbite. Donc sur ces images, on voit donc ici l'hématome extradural, une partie de l'hématome sous-dural. On avait ici un trait de fracture du rocher droit. On peut imaginer que la fracture elle se termine par ici, à l'endroit où on a une petite bulle atypique qui ne devrait pas être ici en temps normal. Donc, la patiente, elle bénéficie d'un bloc neurochirurgical afin d'évacuer l'hématome et on lui pose également une pique. Sur le plan neurologique, elle évolue favorablement avec des dopplers transcrâniens et une pique qui reste stable et sans support noradrénergique. Cela permet de lever les sédations 24 heures après le traumatisme. La patiente, elle est Glasgow 15, orientée dans le temps et dans l'espace. 5 jours après le début de la prise en charge, on remarque la présence d'une paralysie faciale périphérique qui a été masquée par des hématomes, des multiples contusions hématomes du visage. Et donc cela permet d'introduire l'objet de mon travail aujourd'hui, la prise en charge des paralysies faciales traumatiques. Donc, tout d'abord, voici quelques rappels sur les fonctions et l'anatomie du nerf facial. Il permet la motricité des muscles de la face, certains muscles du cou, ainsi que le muscle du stapes. Il a une fonction sensitive pour la zone de Ramsay-Hunt, une fonction végétative sécrétoire pour les glandes lacrymales et salivaires, et enfin, une fonction sensorielle gustative pour les 2/3 antérieurs de la langue. Donc, je ne vais pas revenir sur la sémiologie du nerf facial, mais il faut savoir distinguer la paralysie faciale centrale, donc qui va toucher la partie inférieure du visage, de la paralysie faciale périphérique, qui touche à la fois la partie inférieure, mais aussi la partie supérieure du visage. Dans ce topo, on parlera uniquement des paralysies faciales traumatiques d'origine périphérique. Ce travail est justifié par le fait que la paralysie faciale périphérique, en plus de son caractère inesthétique pour le patient, peut provoquer des lésions telles que des kératites par exemple, donc dues à l'inocclusion de l'œil et la diminution des sécrétions lacrymales, ou encore des troubles de la mastication. L'origine du nerf facial provient de plusieurs noyaux avant d'émerger par la fossette latérale de la moelle allongée. Elle a ensuite une portion intracrânienne en rapport avec le nerf 8 qui forment tous les deux le paquet acoustico-facial. Elle présente ensuite une portion basicrânienne, principalement au sein de l'os temporal. Puis, donc, elle sort par le foramen stylomastoïdien et présente une portion donc, extracrânienne pour donner des collatérales. Donc, la portion basicrânienne qui est présentée sur cette image est la portion qui va nous intéresser le plus, puisque c'est dans cette portion que le nerf facial est lésé dans un contexte traumatique. Donc, le nerf, il a un segment labyrinthique, il y a donc le ganglion géniculé et un segment tympanique avant de ressortir donc, par le foramen stylomastoïdien. Donc, les lésions sont dans 65 à 80% des cas au niveau du ganglion géniculé, dans 20% des cas au niveau du coude
et de manière plus anecdotique dans sa troisième portion. Du fait d'un trajet sinueux dans un canal osseux fragile et étroit, les lésions sont très souvent dues à une incarcération du nerf dans une structure osseuse. Elles peuvent être également dues à un œdème, un hématome ou encore une ischémie. Les paralysies faciales périphériques traumatiques sont majoritairement présentes dans un contexte de polytraumatisme, tels que les AVP, les chutes ou les agressions, et elles sont associées très fréquemment à un traumatisme crânien grave, notamment avec la présence d'un hématome extradural, comme c'est le cas pour notre patiente par exemple. Les paralysies faciales traumatiques sont dues la plupart du temps à une fracture de l'os temporal, et 7 à 10% donc de ces fractures sont associées en fait à une paralysie faciale. Donc, les paralysies faciales périphériques, elles sont décrites selon le caractère complet ou incomplet du déficit moteur. Cela est déterminé donc par des classifications cliniques, telles que la classification House et Brackman, qui est donc celle la plus utilisée dans les articles que j'ai lus. Cette classification, elle est cotée de 1, une fonction motrice normale, à 6, une paralysie totale. Elle permet de suivre l'évolution de la récupération du patient. On considérera qu'un patient a bien récupéré de sa paralysie faciale s'il a un score entre 1 et 3, puisque sa motricité évitera le retentissement fonctionnel qu'on a évoqué tout à l'heure. Et à l'inverse, un score entre 4 et 6 ne sera pas satisfaisant pour le pronostic fonctionnel de la patiente, des patients. Donc 67% des paralysies faciales traumatiques sont complètes et 23% sont incomplètes. Donc le caractère immédiat ou retardé de l'apparition de la paralysie faciale a également son importance. Les lésions retardées sont plutôt expliquées par une compression ou un œdème du nerf, et les lésions immédiates seraient plutôt expliquées par une lésion mécanique du nerf, un étirement ou une section du nerf. Du fait de son association fréquente à des traumatismes crâniens, il peut être parfois difficile de faire le diagnostic de l'APF lorsque le patient est comateux. C'est pour ça que 10% des paralysies faciales sont d'apparition indéterminée. Donc reprenons notre cas clinique. Après examen clinique de notre patiente, on voit qu'elle présente une paralysie faciale périphérique complète avec un délai d'apparition qui est indéterminé. Donc, un scanner du rocher a été réalisé le 27, donc 6 jours après le début de la prise en charge. Il a été réalisé afin de mieux voir les structures du rocher, qui étaient difficilement visualisées lors du body scanner initialement. Il retrouve une fracture préméatique qui irradie à la mastoïde, un comblement hématique des cellules mastoïdiennes et de la caisse du tympan. On a également une dislocation incudomalaire complète. Il n'y avait pas d'atteinte du labyrinthe ni du conduit auditif interne. Une discussion a eu lieu par la suite sur la prise en charge thérapeutique de cette patiente. Il n'existe pas de recommandations concernant les PF traumatiques et les articles à ce sujet sont de faible niveau de preuve. Commençons tout d'abord par le traitement conservateur par corticothérapie. L'utilisation des corticoïdes est justifiée par son effet anti-inflammatoire et anti-œdémateux. Cette étude que je présente sur cette diapositive a été réalisée en 2016. Il s'agit d'une étude expérimentale qui a créé une paralysie faciale traumatique par lésion chirurgicale du nerf facial sur des souris. Ils ont ensuite réparti les souris en 3 groupes. Ils ont administré dans le premier groupe de la cortexine, des corticoïdes à dose de 1 mg/kg dans le deuxième groupe et un placebo dans le troisième groupe pendant 10 jours. Ils ont ensuite étudié la récupération du nerf facial en réalisant des EMG répétés. Et à la toute fin de leur étude, ils ont sectionné le nerf facial afin de l'analyser en histologie. Ils ont mis en évidence un effet bénéfique sur la récupération nerveuse du nerf facial, car les corticoïdes permettraient de diminuer la dégénérescence neuronale de manière significative dans cette étude. Après, la méthodologie et les discussions de cette étude sont discutables et je n'ai pas vraiment trouvé d'autres articles avec un bon niveau de preuve concernant le mécanisme de la corticothérapie dans les PF traumatiques. Voici une étude publiée en 2018. Il s'agit d'une cohorte prospective qui a été réalisée entre 2016 et 2017.
et le but était d'évaluer les résultats d'un traitement conservateur par bolus de corticoïdes 1 g pendant 5 jours, puis 1 mg kilo pour une durée totale de 21 jours. Une chirurgie était réalisée quand il y avait un échec du traitement après un examen clinique ou alors des résultats défavorables à l'électroneurogramme. On voit ici donc, sur ce tableau que les paralysies faciales incomplètes semblent être de bons pronostics, puisque parmi les 22 patients qui étaient atteints d'une paralysie faciale incomplète, 100% d'entre eux ont bien récupéré avec un score entre 1 et 3 selon la classification de Huss-Bragman que j'ai décrite tout à l'heure. La récupération semble être également bonne pour les patients atteints d'une paralysie faciale complète, puisque parmi les 10 patients traités médicalement, 9 ont eu une très très bonne réponse au traitement. Et le patient qui présentait donc un score à 5 après avoir été traité par corticothérapie, c'était un patient qui en fait était éligible à la chirurgie mais qui avait refusé l'opération. Donc voici une autre étude publiée la même année en mai 2018 qui, elle, avait pour objectif d'évaluer les résultats d'une corticothérapie mais en cas de paralysie faciale exclusivement complète. On voit sur ce diagramme que les résultats sont plutôt longs puisqu'ils commencent à récupérer au bout de 3 mois, mais que finalement, à 6 mois, pratiquement tous les patients ont une très très bonne récupération motrice. Cette étude, elle souligne également que les fractures longitudinales, elles seraient de meilleurs pronostics puisque tous les patients donc, qui avaient une fracture longitudinale ont complètement récupéré. Donc le traitement conservateur, il semble attrayant, bien que les études soient des cohortes avec peu de patients. De plus, les complications donc, de la corticothérapie ne sont pas décrites dans les articles. Et il s'agit d'un facteur qu'on aurait aimé prendre en compte en choisissant cette option thérapeutique. Il est admis donc, que la chirurgie elle est indiquée lorsque les paralysies faciales sont immédiates et complètes, et en l'absence d'amélioration du traitement conservateur, ou alors si on avait un mauvais pronostic lors des études électrodiagnostiques. Donc, concernant, juste un petit rappel concernant les études électrodiagnostiques, ce sont des examens non invasifs. On a parmi ces tests l'électromyogramme et l'électroneurogramme. Ce sont des tests qui permettent de faire le diagnostic d'une lésion du nerf facial et qui permettent également de quantifier le déficit. Donc cette étude prospective avait pour objectif de décrire une procédure de prise en charge des paralysies faciales traumatiques. Pour cela, il inclut donc les patients étaient répartis en 2 groupes. Les patients qui présentaient une paralysie faciale immédiate, qui n'avaient pas d'amélioration après 2 semaines de traitement médical et qui présentaient plus de 90% de dégénérescence à l'électroneurogramme, avaient une chirurgie. Et les patients dans le groupe médical étaient placés dans le groupe médical donc par corticothérapie pendant 10 jours à dose de 1 mg kg jour. S'ils présentaient donc une lésion retardée, moins de 90% de dégénérescence à l'électroneurogramme. Et on voit en fait, donc cet article montre une bonne évolution qui est statistiquement significative à 6 mois en post-chirurgie chez ces patients. Donc ce qui est moins évident concernant l'indication du traitement chirurgical, c'est le délai entre le traumatisme et la chirurgie. Donc l'étude citée précédemment a montré qu'il y avait un bon pronostic si la chirurgie était réalisée dans les 2 semaines. Et pour rappel, c'était des patients donc, qui avaient une paralysie faciale immédiate et complète et un échec de traitement par corticothérapie au bout de 3 semaines. Une autre étude, donc l'étude de Xu publiée en 2017, avait pour objectif de déterminer dans quel délai il est préférable d'opérer. C'est une étude rétrospective de 80 patients qui ont été donc, suivis pendant 1 an. Et les résultats montrent un meilleur pronostic, une meilleure amélioration fonctionnelle quand la chirurgie avait lieu dans le mois suivant le traumatisme.
il y avait donc une amélioration significative, un résultat significatif quand la chirurgie était réalisée dans le mois par rapport à quand elle était réalisée plus de 3 mois après le traumatisme. Et par contre, ils n'ont pas eu de résultat significatif entre faire la chirurgie dans le mois ou bien entre 1 et 3 mois. Donc, concernant notre patiente, elle a finalement été traitée par corticothérapie à dose de 1,5 mg/kg pendant 14 jours. Devant l'absence d'amélioration, elle a finalement été opérée. Donc, elle a eu donc le 7 juillet, c'est-à-dire à 19 jours de son accident. Elle a été opérée d'une décompression du nerf facial avec ossiculoplastie et réduction de la fracture malaire. Et donc, je n'ai pas encore de recul par rapport à sa récupération. Nous, quand on l'a retrouvée dans le service, sa paralysie faciale, elle avait le même déficit qu'avant la chirurgie, mais c'était vraiment en post-chirurgie quelques jours après. Donc, je conclurai en disant que finalement, il est difficile de conclure. En effet, donc, les articles sont basés sur de faibles niveaux de preuve. Ce sont surtout des cohortes qui n'ont pas été randomisées avec des petits effectifs et qui finalement, très souvent, se contredisent. Il semblerait donc que la chirurgie soit indiquée dans l'apparition d'une PF complète et immédiate ou après l'échec d'une corticothérapie. L'intervention devrait être réalisée dans les 3 mois pour optimiser la récupération. Quant à la corticothérapie, on a pu avoir l'impression que la dose est 1 mg/kg plus ou moins un bolus sur une durée assez longue, 2 ou 3 semaines selon les études, et elle permet une bonne récupération chez les patients atteints d'une paralysie faciale complète ou incomplète, ou pour les paralysies faciales d'apparition retardée. Et donc, pour discuter, il pourrait être intéressant d'inclure le scanner dans le scanner vraiment dédié à l'étude du rocher dans la prise en charge. On pourrait se demander dans quel cas le réaliser, à quel moment de la prise en charge ce serait mieux de le réaliser, parce que parfois on peut être gêné par des comblements hématiques au sein du tympan, des cellules mastoïdiennes ou autres. Et ça pourrait être intéressant d'appréhender son efficacité pour identifier s'il y a un risque de lésion mécanique du nerf facial. Et enfin, les études électrodiagnostiques, donc l'EMG, l'électroneurogramme, semblent dans les études apporter une aide diagnostique et une aide concernant la prise en charge. Donc ça pourrait être une aide précieuse dans le cas de nos patients en réanimation, qui souvent, s'ils sont présents en réanimation, c'est qu'ils ont un traumatisme crânien et donc ils ont un état de conscience altéré qui ne nous permet pas forcément d'évaluer la paralysie faciale.